commencer avec le Mondial 90. Et oui, on va revenir un petit peu dans le temps et on va parler des Lions indomptables du Cameroun qui sont enfin récompensés. 30 ans après leur exploit à la Coupe du Monde de 1990, les Lions indomptables vont enfin recevoir leur villa. En effet, selon la presse locale, Roger Mila et ses coéquipiers vont enfin pouvoir entrer en possession de leur logement, puisque le président Paul Biya a signé le mercredi dernier une note en ce sens. Alors, ça semble quand même invraisemblable. 30 ans après, ils vont enfin recevoir leur dû. C'est ce qu'on doit comprendre, Henri Jo. Bien sûr, 30 ans, 90, 2020, il y a eu beaucoup d'années qui se sont écoulées. Vous n'étiez même pas né, Henri Jo. Voilà. C'est difficile de se concentrer face à telle information parce qu'il y a eu quand même des drames au niveau de ces garçons qui ont participé à cette belle épopée. Il y a eu des décès. Il y en a qui sont partis. Mais à la décharge du gouvernement camerounais, je pense que ce temps de latence est dû au fait qu'au niveau du ministère des Sports et même de la Fédération, il n'y a pas eu de compromis sur la liste des récipiendaires de ces logements. Et même jusqu'aux dernières nouvelles, une liste de 44 personnes était arrivée du côté du gouvernement pour réclamer ces maisons. Et finalement, en tranchant, le gouvernement a décidé de récompenser que les 22 athlètes. C'est vrai que ça va créer un graissement dedans parce qu'on écartait également les membres du staff technique qui, à mon sens, méritaient, tout comme les athlètes, d'obtenir également ces biens. Il y a 2 ans que le staff technique a reçu ces promesses. Merci. Et donc, oui, mais on attend un peu pour les joueurs. Et l'histoire fait penser un peu à l'histoire du Zaïre également, avec la Coupe du Monde de 1970, je crois. Et apparemment, ils n'ont rien reçu. Oui, apparemment. Je dis, certains membres de l'équipe se plaignent encore de n'avoir pas reçu toutes les promesses faites par l'État à l'époque. Mais ça veut dire que c'est une situation qui se vit régulièrement avec les sélections nationales africaines. Et le Cameroun, justement, cette Coupe du Monde avait été tellement, tellement magnifique qu'on a envie de dire, mon Dieu, pourquoi avoir mis tant de temps pour récompenser une campagne aussi exceptionnelle que celle du Cameroun en 1990. Vraiment, je suis tenté de dire enfin une bonne nouvelle pour une équipe qui est la seule, ou la première équipe africaine à avoir atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde. Après, le Ghana a suivi, mais c'est la première équipe, donc ça vient assez tardivement, 30 ans après. Et surtout, il faut dire que dans la presse camerounaise, il est ressorti que c'est pour des raisons administratives qu'il y a eu autant de retard. C'est quand même assez dramatique. Eh oui, carton jaune, Ballot. Il y a eu le Cameroun, il y a eu le Sénégal et ensuite le Ghana. Oui, la première en tout cas, Sénégal en 2002. Oui, non, mais vous avez donné une mauvaise information. Vous avez dit après le Sénégal, après le Cameroun, est-ce qu'il n'y a pas eu le Nigeria? Il y a eu le Nigeria aussi. Il y y a eu le Nigeria. Ah, vous voulez contester mon autorité? Non, je ne conteste pas. Il y a eu le Nigeria aussi. Très bien. Non, ça ne va pas sortir. Okay. Il a raison, il y a eu le Nigeria aussi. Et il y a eu le Nigeria, merci. Mais pour des questions administratives, depuis de 90 à 2020, moi, je pense que... Mais écoutez, chaque pays n'a pas à travailler à son rythme. Ah non, mais non. Pour des questions administratives, 30 ans quand même. 30 ans pour évacuer des questions administratives. Messieurs, là, c'est moi qu'ils ont d'autres priorités. Donc. Il faut que maintenant, si le Cameroun remporte quelque chose d'autre qu'on promet des villas, il va falloir attendre... Non, ça c'était un fait historique. Et puis il faut le remettre dans le 2050. contexte. Il faut le remettre dans le contexte. Aujourd'hui, s'ils ont décidé de réparer ce qui apparaît comme une injustice, moi je dis tout simplement bravo. Parce que comme Roger l'a dit, on a le cas du Zaïre, la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, où cela n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. Donc je trouve que quand même, un pays qui se rappelle encore 30 ans plus tard de cet événement, de sa promesse, et qui décide d'assumer cette promesse, même si, comme Henri Jo peut le penser, certains petits-enfants vont bénéficier de cette maison. Oui, mais évidemment. Au moins, c'est un bien qui va rentrer dans la famille. Et tiens, en plus, le pire, c'est que ce dossier a été relancé seulement le mois dernier, après un courrier du patron de l'association du collectif des anciens Lions indomptables, M. Bertin Ebouel, après courrier adressé au président Paul Biya. Le dossier a donc été relancé, donc ça date vraiment. On va regarder le parcours du Cameroun lors de ce mondial 90 avec Dorgelès. Oui, Tia, tout de suite, rapidement sur notre écran Magic, le parcours des Lions indomptables. Premier tour le 8 juin de 1990 au stade Giuseppe Meazza. On a eu Argentine-Cameroun, victoire du Cameroun 1-0 grâce à un but marqué par François Oman Biyik. Deuxième match, 14 juin 1990,
1990 au Stadio San Nicolas, Cameroun-Roumanie, 2-1 pour le Cameroun avec un doublé, oui, de Roger Mila. Et puis troisième match, 18 juin 1990, Cameroun-Union soviétique, victoire de l'Union soviétique 4-0. Huitième de finale, 23 juin 1990, Cameroun-Colombie, victoire du Cameroun 2-1 avec un doublé encore de Mr. Roger Mila. Quart de finale, 1er juillet 1990, oui, Angleterre 3, Cameroun 2, avec des buts bien sûr de Koundé et Ekeke Tia. Ils ont bien représenté l'Afrique. Eh oui, eh oui. Et on se souvient hein, de cette Fameuse danse. fameuse danse. Face à la Colombie, de René Higuita. Il venait de chipper le ballon au gardien colombien, il marque le but. Et puis il nous sort cette phase-là. Eh bien, cette campagne du Cameroun-là était une formidable campagne. Parce qu'il faut savoir qu'en 82, l'Algérie faisait une belle campagne. En 86, le Maroc passait le premier tour. Et puis en 90, le Cameroun atteignait l'étape des quarts de finale. Ça a été une campagne extraordinaire avec le match d'ouverture où ils ont battu la grande équipe de l'Argentine, champion du monde en titre. C'était au Mexique en 86. Et le match d'ouverture en 90, c'était face à l'Argentine et Diego Maradona. Et puis les Camerounais avaient gagné 1-0. Et puis ils avaient fait une superbe campagne. Ils nous ont fait rêver, ces Camerounais. Il y avait un groupe magnifique avec Pagal, Makanaki, les frères Bic, Roger Mila lui-même. C'était extraordinaire. C'était la première fois qu'un pays africain atteint les quarts de finale. Et sur les quarts de finale, d'ailleurs, c'était face à l'Angleterre de Paul Gascoigne. Et les Anglais avaient obtenu 2 pénaltys dans le match pour pouvoir battre cette équipe camerounaise. C'est vous dire à quel point l'équipe était magnifique. Mais bravo aux Lions indomptables, c'était vraiment Il faut noter que quand même, c'était un arbitrage assez scandaleux bien sûr, pour l'époque. Et il faut noter également que c'est cette campagne des Camerounais qui a suscité l'engouement de la communauté mondiale du football pour accroître le nombre de représentants africains. Absolument. Bon, alors, il y a quand même 3 de ces héros hein, de ce mondial qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Hein, Benjamin Massing, Stéphane Tato et Louis-Paul Mfede. Est-ce que ça gâche pas un petit peu, finalement, ce beau geste hein, du président Paul Biya? Oui, il est clair qu'il y aura des absents. Ils ne vont pas bénéficier des récompenses de leur boulot. Mais quand vous dites ça, vous me faites penser ça vous fait rire, Roger? Oui, mais non, je veux dire, on va rappeler la bonne note au moins de la campagne, parce que c'est une campagne historique. Mais vous avez raison, c'est triste, ils ne sont pas là. Leurs enfants, leurs petits-enfants pourront profiter de ce beau cadeau. Mais quand vous dites ça, vous me faites penser à cette défense du Cameroun, avec le jeune Benjamin, qui fait un match extraordinaire face à Diego en 1990. Sur le côté droit, Stéphane Tatao, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et puis dans l'axe, Koundé Emmanuel. Ouh là là, cette défense camerounaise-là, elle était imprenable. C'était la muraille, une vraie citadelle. C'était la meilleure défense au monde à l'époque, on va dire ainsi, parce qu'il y avait des joueurs d'exception. Malheureusement, certains ne sont pas là pour bénéficier de cette récompense. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Leurs enfants, leurs petits-enfants pourront bénéficier. Mais oui, vous avez raison de citer ces défenseurs-là. Ils ont été éblouissants, magnifiques à l'époque avec l'équipe des Lions du Cameroun. Il faut noter que c'est une génération qui s'est bâtie à partir d'Abidjan, à la CAN 84. Ouais. Et si on devait faire une comparaison entre cette défense et celle que nous avons vue ici, avec Rigobert Song et Ramon Kala, on dirait quoi? Oui, ils étaient un peu dans le sillage des aînés. Song a été un très très bon défenseur, Kala également. Mais à l'époque, là, Koundé Emmanuel, par exemple, était un vrai chef, défenseur central. Il était terrible. Stéphane Tatao était capitaine également avec les Lions indomptables du Cameroun. Il était latéral droit. Lui aussi, c'était un vrai rock. Et puis le jeune Benjamin, à cette Coupe du Monde en 90, c'était le tout jeune de la défense camerounaise. Mais il était là. Il a fait un match mémorable face à Diego Maradona, le grand Diego Maradona. Ça montre bien que les Camerounais ont toujours eu de très très grands défenseurs. Et là, vous citez Song et Kala, c'est très bien. Mais c'est dans la lignée et dans l'histoire des défenseurs exceptionnels qu'a connu le Cameroun. Oui, c'est du gâchis parce que c'est un effort collectif et le fait qu'il n'y ait pas 2 acteurs majeurs de cette épopée-là, c'est véritablement du gâchis. Et 3 acteurs. dommage. 3 acteurs. Oui, 3 acteurs précisément. Donc c'est du gâchis. C'est ça, c'est ça. Bon, ben, en tout cas, on va quand même rester sur la bonne note hein, de cette histoire. Même si c'est 30 ans après, eh bien, ils vont recevoir leur dû. Et ça, c'est une super... Le président a signé maintenant pour dire qu'il faut leur donner la maison. Il faut que maintenant, il fait la maison. Mais d'ailleurs, quand Arrêtez, parce que ça commence à sentir l'ironie, là, ce que vous dites. Mais d'ailleurs, faites Tia, attention. on comprend mieux maintenant pourquoi à chaque campagne, les joueurs réclament leur prime avant. Oh, arrêtez. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est 30 ans pour signer le date papier. Je sens que je vais sanctionner, là, sur ce plateau. Depuis 30 ans.
Ah ben, c'est normal qu'ils demandent les primes. Non, c'est avant une bonne d'aller nouvelle. jouer. C'est un beau geste du président Paul Biya. Et félicitations, monsieur le président. Voilà. Allez, on continue. On va parler donc des quarts de finale hein, de la Ligue Europa. Je disais quarts de finale. Allez, non, pas du tout. Hein, ça se joue, c'est du one-shot, là. Hein, maintenant, n'est-ce pas, Ballot? Oui, tout à fait. Il faut dire que l'Inter de Milan, les Nerazzurri étaient à l'épreuve à la Merkur-Spiel Arena face au Bayer Leverkusen. Et dès la 15e minute, c'est Nicolo Barilla qui ouvre le score pour les Nerazzurri. 21e minute de jeu, c'est Lukaku qui marque le deuxième but. 24e minute, Havertz réduit le score pour le Bayer Leverkusen sur une passe de Kevin Volland. Et voilà, l'Inter de Milan s'est imposé finalement 2-1 et s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa. C'est super pour l'Inter. Oui, c'est super pour cette équipe de l'Inter de Milan qui, c'est vrai, était à la lutte avec la Juventus pour le titre au niveau de l'Italie. Malheureusement pour eux, hein, c'est la Juventus qui a été sacrée au terme de la 38e journée. Mais c'est une équipe qui est en train de chercher à sauver sa saison avec cette compétition, la Ligue Europa, pour espérer rentrer peut-être au niveau de ses comptes en ce qui concerne ce qui a été déboursé lors du début du championnat pour faire venir les Lukaku, les De Vrij et autres Alexis Sanchez. Donc voilà, ils sont toujours en course pour cette compétition et ils devront attendre pour connaître le nom de leurs adversaires en demi-finale. Donc c'est un bon résultat pour l'équipe de l'Inter qui confirme donc, sa belle saison, qui termine vice-champion d'Italie derrière la Juventus de Turin et qui là se qualifie donc pour les demi-finales de la Ligue Europa. C'est une compétition que l'Inter aimerait bien remporter cette année. Elle en a les moyens. Lukaku et ses coéquipiers ont fait un très bon match. Ils ont confirmé face à une belle équipe de Leverkusen hein, qui a terminé 4e, je crois, de la Bundesliga cette saison. C'était un match difficile, mais bien géré, 2-1. C'est un bon résultat qui vient confirmer la bonne fin de saison des Interistes et qui, là, à mon avis, maintenant font partie des gros favoris pour la victoire finale dans cette Ligue Europa. Bien évidemment, comme Roger l'a dit, en rebondissant sur ses propos, il est évident qu'il était par le gros favori de cette compétition. C'est vrai qu'il y a Manchester United également qui fait partie des cadors qui sont encore en lice dans cette compétition. Mais pour moi, aujourd'hui, l'Inter, avec les recrutements qui ont été faits pour une telle compétition, devrait a priori arriver au moins en finale. C'est une équipe qui est habitué à cette compétition pour l'avoir remporté dans son ancien format à l'époque des Ronaldo, je crois en 99, où bon, là, j'ai la mémoire qui flanche un peu concernant l'année exacte, mais c'est une formation qui est habituée à cette campagne européenne et qui veut revenir sur le devant de la scène quand on sait que sur le plan local, sur le plan domestique, on a la Juventus de Turin qui domine de la tête aux pieds, comme on appelle le calcio italien. Donc, ce sera une opportunité pour eux de ramener un trophée à la maison pour leurs supporters. Quand on sait que l'Italie est un pays qui était vraiment meurtri par la crise de la Covid-19 et surtout la région où se trouve tout simplement la ville de Milan, ce serait quand même un très beau cadeau à ses habitants. Donc vous mettez une pièce sur l'Inter. Hein? Oui, franchement, je mets une question. Non, mais n'oublions pas aussi que dans cette compétition, il y a aussi le FC Séville, 5 fois vainqueur du trophée. Vainqueur du trophée, donc il ne faut pas les oublier. Voilà, donc il faut compter au niveau des favoris. C'est vrai, il y a l'Inter, il y a Manchester United, mais il y a aussi le FC Séville qui est toujours en course. Et puis, voilà. Je parle surtout de l'armada de cette formation de l'Inter. Attention. Mais il y a une histoire aussi qui existe avec cette équipe de Séville qui vraiment va arriver dans cette compétition avec assez au niveau de l'ascendance psychologique, ils seront mieux armés que les autres équipes, je pense. Donc, je reprends ma question. Vous mettez une pièce sur l'Inter. Une grosse pièce. Une grosse pièce. Un billet même. Mais permettez-moi de douter parce que vous aviez mis aussi votre pièce... sur le Real. Sur le Real et la J'ai mis une pièce sur Lyon. Je suis désolé. Sur Lyon. J'étais le seul à mettre une pièce Non, sur Il Lyon. me semble que c'est Henri Jo qui avait mis une pièce sur Lyon. Hein, Voilà. mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on ressortira la VAR. La VAR Pas va de souci. Alors donc, conclusion, l'Inter Milan donc qualifié pour les demi-finales. Oui. Et l'Inter qui rencontrera le gagnant de Shakhtar Bâle. Oui. Et la demi-finale aura lieu dimanche. Oui, tout à fait. C'est ça? Oui. Voilà, très bien. Alors, une autre rencontre qui est encore en cours. Oui. Manchester United face au FC Copenhague. 1-0 pour Manchester United. Ouais, un match disputé. Il faut dire que les Red Devils sont en mission pour accrocher une place en demi-finale. Mais le match est disputé 0-0 au bout des 90 minutes. Et voilà, il faut attendre les prolongations pour voir un but de Manchester United qui mène donc 1-0 face à Copenhague. D'accord. Alors, donc, Manchester qui a marqué
un but sur penalty. Bruno But Fernandes. de Bruno Fernandes à la 95e minute pendant les prolongations. Absolument. Donc, À ce ça veut sujet- dire que le match, quand même, est très accroché. Très hein. serré, très serré. Parce que d'abord, sur les papiers, on dirait que c'est Manchester qui partait favori dans ce match. Sauf que sur le terrain, c'est autre chose que nous avons vu. Une équipe oui. de Copenhague qui a tenu tête à cette équipe de Manchester United, même si le match n'est pas encore terminé, mais quand même, Manchester mène au score. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le vainqueur de ce match rencontrera plutôt l'équipe de l'Inter de Milan. L'Inter rencontre le vainqueur de Manchester United, Copenhague, en demi-finale. Moi, je mettrais une pièce sur Ouais. Manchester United sur cette compétition. Parce que sur ce match, on a sorti la Grande Armada avec l'équipe type, Fernandez, Pogba, Martial, Rashford, étaient tous là. Et la bonne nouvelle, hein, Eric Bertrand Bailly, qui a été titularisé pour une fois, il avait été aligné face à l'équipe du FC Bâle sur le match précédent avec la belle victoire, avec les 5 buts inscrits. Et là, l'équipe, il est aligné aux côtés de Maguire, le grand défenseur de cette équipe de United. Ben, ça montre bien que l'Ivoirien a la confiance de son entraîneur. Il retrouve petit à petit son bon niveau. Là, il est titularisé dans un match important. C'est bien, on est content. Et on espère que United passera ce tour pour jouer, comme dit Henri Joël, hein, l'Inter. On va bien vérifier les programmes par rapport à ces affiches-là. Et c'est une bonne nouvelle. On est très content donc de retrouver Eric Bertrand Bailly au sein de cette défense de Manchester United. Il est sorti à la 70e minute, remplacé par Lindelof. En tout cas, Manchester est une équipe compétitive, mais moi, je mettrais plutôt une pièce sur l'Inter de Milan. Parce que l'Inter de Milan, avec son duo Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, c'est du balèze. Et un Romelu Lukaku qui a beaucoup progressé, qui a d'ailleurs évolué sous le maillot de Manchester United. Il a beaucoup progressé dans son adresse devant les buts. C'est un monstre physique, certes, mais il a beaucoup progressé devant les buts. Et c'est très bien pour l'Inter de Milan que je juge favori pour cette compétition. Oui, pour revenir toujours sur cette équipe de l'Inter de Milan, il y a 3 anciens joueurs de Manchester dans cette équipe de l'Inter, notamment Lukaku, sans oublier Alexis Sanchez et Ashley Young, qui sont partis du côté de l'Inter. Et un autre joueur qui connaît très bien les équipes anglaises, il s'agit de Eriksen, qui était à Tottenham et qui a posé ses valises du côté de l'Inter de Milan. Donc c'est une équipe de l'Inter qui a en son sein des joueurs qui connaissent très bien Manchester United. Donc ça va être à leur avantage aussi si les Red Devils obtiennent cette qualification. D'accord, donc Manchester United, FC Copenhague, donc 1-0 pour l'instant, il reste encore une mi-temps, donc rien n'est joué. Hein, encore, Une hein, mi-temps même dans si la on est prolongation. Dans la prolongation, oui, absolument, absolument, absolument. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. Merci beaucoup, Balo. Oui, de rien. Hein, vous revenez quand vous voulez. Tout à fait. C'est votre plateau aussi. Pas de problème. Voilà, il y a Yellow qui va revenir pour la 3e et dernière période de cette grande team, dans laquelle on parlera de l'élection à la FIF. On va faire le point sur les candidatures. Et on n'oublie pas cette grande question, ce fil rouge qui parle de la délibération de la commission électorale. Est-ce que, à votre avis, cette délibération sera crédible? N'hésitez pas à profiter du temps de la pub pour aller sur la page Facebook de la 3. Dites-nous ce que vous en pensez. Puis n'oubliez pas, votez également pour le sondage. Donc vous cliquez sur oui ou sur non. Et puis on en parle juste après la pub. À tout de suite.